Aujourd'hui, je vais commencer à vous montrer la notion de dictionnaire et je vais en profiter pour changer d'éditeur. Vous avez travaillé au début avec Notepad++, qui est un éditeur colorisé qui fonctionne avec à peu près tous les langages. Puis on est passé à Idle, qui est un éditeur colorisé aussi avec quelques fonctionnalités supplémentaires et vraiment spécifiques à Python. Et là, on va passer à un IDE professionnel. Alors, je vous propose PyCharm. Donc vous faites une recherche dans votre navigateur, vous prenez PyCharm et à ce niveau-là, vous allez télécharger, donc vous faites download et vous prenez la version community, voilà, vous le récupérez et une fois que vous l'avez récupéré, vous l'installez donc en suivant les étapes d'installation classiques. À partir de là, vous allez pouvoir le lancer et vous allez obtenir donc cette fenêtre au démarrage. Donc vous faites un Create New Project. Là, vous allez pouvoir sélectionner le dossier qui vous intéresse et donner un nom à votre projet. Donc là, nous on va l'appeler exercice 11. Voilà. À partir de là, il va démarrer donc l'installation du projet. Alors on va le laisser s'installer complètement. Voilà, donc là vous retrouvez exercice 11. Alors évidemment, comme on a affaire à un IDE professionnel, vous avez un certain nombre de fichiers qui vont être installés sur le disque, en plus donc du fichier Py que vous allez créer par défaut, parce qu'évidemment un vrai projet professionnel, il peut contenir plusieurs fichiers, etc. Donc là, dans exercice 11, vous faites un clic droit sur le projet, sur exercice 11, vous faites New, et là vous allez pouvoir créer le fichier Python. Donc vous choisissez Python File, donc on va l'appeler du même nom que le projet, mais ça c'est parce qu'on n'a qu'un fichier dans notre projet, on va l'appeler exercice 11. Là donc le fichier Py a été créé. Donc vous êtes bien sûr dans un éditeur professionnel où vous allez avoir une aide de saisie. Donc là vous voyez entre autres, hein, j'ai tapé les 3 guillemets, il m'a mis les 3 suivants automatiquement. Donc je vais mettre le commentaire général, donc exercice 11, et je vais préciser dictionnaire de ville, parce qu'en fait on va créer un petit programme qui permet de créer un dictionnaire qui va contenir des villes et la population de chaque ville. Alors l'idée c'est donc de créer un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un peu comme une liste, on a déjà vu précédemment, mis à part qu'une liste, pour accéder à chaque élément de la liste, on utilise un simple indice qui commence à 0. Donc le premier élément de la liste est à la position 0, le deuxième à la position 1, etc. Dans un dictionnaire, pour accéder à chaque élément, on utilise non pas un numéro séquentiel, mais une clé. Ça veut dire que chaque case comporte une clé et une valeur. Donc pour pouvoir accéder à une valeur précise, il faut connaître la clé. Alors pour déclarer un dictionnaire, une des solutions est la suivante, c'est-à-dire que au lieu de mettre des crochets comme on l'avait fait avec la liste, en fait ce sont des accolades. Donc là je viens de déclarer, d'initialiser on va dire un dictionnaire qui va s'appeler ville au pluriel. La première étape de mon programme, j'ai dit que je voulais faire la saisie des villes et populations. En fait, ce que je veux, c'est mémoriser pour chaque ville le nombre d'habitants de la ville. Donc, ville et population. Voilà. Alors, je veux en saisir plusieurs. Donc, je vais commencer par saisir la première ville. Alors, pour cela, je vais mettre dans une variable ville, cette fois-ci au singulier, hein, une variable chaîne simple. Je vais faire un input. Vous voyez que évidemment j'ai l'aide à la saisie au fur et à mesure, hein, comme dans les éditeurs précédents d'ailleurs. Et là je vais préciser que je veux une ville et on arrêtera la saisie avec la validation. Donc valider pour arrêter la saisie. Voilà. Alors je vais fermer la parenthèse égale. Ok. Donc là une fois que j'aurai saisi une ville, eh bien, je vais, puisque j'arrête lorsque je valide, je vais boucler, je ne sais pas combien de villes je vais saisir, donc évidemment c'est une boucle indéterministe, donc je vais boucler tant que ville est différent de la chaîne vide.
Ok. Et là, à partir du moment où j'ai saisi une ville et que cette ville n'est pas une chaîne vide, je vais pouvoir mémoriser la population de la ville. Et la population de la ville, elle va être mise dans la case d'indice ville dans mon dictionnaire ville au pluriel. Hein, comprenez bien que là, j'accède par la clé, donc par le nom de la ville, à une case particulière de mon dictionnaire ville. Et dans cette case précise, eh bien, je vais pouvoir mettre la population. Et la population, eh bien, je vais la saisir. Donc, je vais faire un input et je vais demander de saisir la population. Donc, population. Voilà. Alors, input, si je l'écris en entier, c'est encore mieux. Alors, évidemment, ce que je vais saisir, c'est une chaîne. Donc, la population, c'est un entier. Donc, je vais le transformer en entier avec int. Bon, logiquement, si je voulais faire les choses proprement, il faudrait que je mette ça dans un try except, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, dans le cas où je saisis autre chose qu'un nombre entier. Bon, là, je vais faire simple, je vais laisser comme ça. Donc là, j'ai rempli mon tableau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, ressaisir une ville. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire une saisie avant et refaire une saisie à l'intérieur de la boucle? Parce que il faut d'abord que je vérifie que j'ai bien saisi une ville et que j'ai pas fait directement valider, parce que dans le cas où je fais valider et que la ville est vide, il ne faut pas que je l'enregistre à l'intérieur donc de mon dictionnaire. Donc là, une fois que j'ai enregistré dans le dictionnaire, je redemande la saisie d'une ville, mais cette fois-ci dans la boucle. Si jamais je saisis directement valider, à ce moment-là, je vais sortir de la boucle. Par contre, si je saisis un nom de ville, je continue à boucler et je vais saisir la population, etc. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fini cette boucle, mon dictionnaire est rempli avec toutes les villes que je voulais saisir ainsi que les populations. Je vais pouvoir passer à la deuxième phase de mon programme, c'est-à-dire la recherche d'une ville. Alors, l'idée, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire qu'on demande à une personne de saisir un nom de ville, et si cette ville fait partie du dictionnaire, on affichera la population. Donc il faut commencer par une première saisie. Alors cette fois-ci, je vais l'appeler recherche. Et donc input. Et là, je vais préciser ville recherchée. Donc ça, c'est ce qu'il faut saisir. Et encore une fois, on va arrêter, donc valider pour arrêter la recherche. Donc on est dans la même logique que précédemment. Alors là encore, une boucle indéterministe, puisque je ne sais pas quand la recherche va s'arrêter, et je vais boucler tant que recherche est différent de la chaîne vide. À partir de là, eh bien, je vais afficher la population qui se trouve, qui correspond à cette ville-là. Alors je vais passer par une variable intermédiaire pour que vous voyez bien le fonctionnement. Dans population, je vais récupérer, à partir de mon dictionnaire ville, je vais récupérer le contenu de ce qui se trouve à la case de clé recherche, puisque recherche contient le nom de la ville à rechercher. Je vous rappelle que dans mon dictionnaire, ma clé, c'est le nom de la ville. Et quand j'accède à la case qui se trouve à cette position-là, je récupère la population, puisque c'est ce que j'ai fait ici. J'ai stocké dans ces cases les différentes valeurs de population. Une fois que j'ai la population, ben, je vais l'afficher. Hein, donc je vais faire un print. Et je vais marquer, donc il y a tant de personnes. Hein, donc je précise ici population. Donc tant de habitants. Donc il y a par exemple 500 000 habitants et je précise derrière le nom de la ville, et le nom de la ville il se trouve dans recherche. Voilà, donc là si j'ai mis Nice par exemple dans recherche et 500 000 dans population, il y a 500 000 habitants à Nice. Alors, je ne sais pas du tout combien il y a d'habitants à Nice, ce n'est pas important, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc là, je vais refaire une recherche. Donc on est exactement dans la même logique que la boucle précédente, c'est-à-dire que je suis obligé
de ressaisir une nouvelle recherche, et si jamais je valide directement, je sortirai de la boucle et j'aurai terminé. Alors, il y a quand même un petit détail, c'est qu'il se peut que ça ne marche pas, cette ligne. C'est-à-dire qu'il se peut que j'ai saisi une ville qui n'existe pas, et à ce moment-là, ça va planter. Alors, comment je peux gérer ça? Je peux tout simplement capturer l'erreur, c'est-à-dire mettre un try, décaler avec la touche tabulation ces deux lignes, et si je vais dans le except, c'est que ça s'est mal passé. Et pourquoi ça se serait mal passé? Parce que justement, la ville qui est en recherche n'existe pas dans le dictionnaire, donc la clé n'existe pas, et ça pourrait provoquer une erreur. Pour éviter l'erreur, moi ce que je veux, c'est juste afficher un message en disant que tout simplement, cette ville n'existe pas. Et en redemandant donc une nouvelle saisie. Voilà, théoriquement, là, le programme est terminé. Alors, pour l'exécuter, je fais un run ici. Donc, il me propose l'exercice 11, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs fichiers. Donc, vous voyez, là, j'ai une fenêtre d'exécution qui apparaît un petit peu comme avec l'éditeur précédent, qui me permet de tester directement le programme. Donc là, la ville... Alors, j'avais mis une apostrophe ici, je ne sais pas bien pourquoi. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Donc, au niveau de l'exécution, donc valider pour arrêter la saisie. Alors là, je vais saisir une première ville. Alors, j'ai aucune idée de la population. Je vais mettre 500 000, c'est peut-être n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ensuite, on me demande une deuxième ville. Je vais mettre Paris. Là aussi, aucune idée. Je vais mettre 2 millions au hasard. Et puis, dès que je valide, vous voyez, là, j'ai fini la première partie de mon programme, c'est-à-dire la saisie des différentes villes, et j'ai validé, donc je suis sorti. Donc là, je passe à la deuxième partie, ou la partie de recherche, donc ville recherchée. Alors, si je tape une ville qui existe dans le dictionnaire, donc par exemple Nice, vous voyez qu'il m'affiche bien « il y a 500 000 habitants à Nice », donc ça a très bien marché. Puis, il reboucle, enfin, il me redemande une ville recherchée. Alors maintenant, je vais taper une ville qui n'existe pas. Donc, je vais taper, par exemple, Toulon. Et là, vous voyez, il me met bien, cette ville n'existe pas. Et il me redemande une ville à chercher. Et là, si je tape une ville qui est dans le dictionnaire, il l'affiche correctement. Si je fais valider, vous voyez, le programme se termine. Donc, mon programme se termine correctement. Là, ça m'a permis déjà de vous montrer rapidement le principe du dictionnaire. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer 2-3 petits détails qu'on peut faire dans un éditeur professionnel et qui n'était pas possible dans un éditeur classique simple. Je peux, par exemple, déjà mettre un système de points d'arrêt et faire une exécution pas à pas. Alors, comment ça va marcher? Donc, je vais faire, alors, je vais enregistrer, je vais faire un run debug. Alors, il me demande qu'est-ce que je veux débugger. Et là, vous allez voir qu'il va m'ouvrir une fenêtre debugger où on voit, il s'est arrêté sur le point d'arrêt, donc il a déjà exécuté cette première ligne, c'est-à-dire la déclaration du tableau, et là il me met bien ville égale, et il me dit que c'est un dictionnaire de la classe dict. Ok, donc là j'ai la fenêtre debugger et j'ai la fenêtre console. Et la fenêtre console, c'est la fenêtre qu'on avait tout à l'heure qui permet de voir au fur et à mesure l'exécution. Donc à partir de là, je suis positionné ici. Si vous allez dans le menu Run, vous avez la possibilité de faire des steps, d'avancer pas à pas. Step Over ou Step Into. Le Step Over permet de ne pas rentrer dans les fonctions. Le Step Into rentre dans les fonctions. Alors, il se trouve que dans notre programme, on n'utilise pas des fonctions qui sont propres à notre programme, mais on utilise des fonctions déjà écrites, comme Input. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce genre de fonction, donc je vais faire plutôt F8 Step Over. Donc si j'avance d'un cran, vous voyez là, la zone bleue a disparu. Pourquoi? Parce que il atteint une saisie. Et si je vais dans console, je m'aperçois effectivement qu'il atteint une saisie. Donc là, je tape, par exemple, Nice, je valide. Là, vous voyez, l'avancée pas à pas continue. Si je reviens dans la partie debugger, je vois que dans la variable Nice, dans la variable ville, pardon, il y a Nice. Si je continue F8, l'exécution pas à pas, il passe à l'input suivant, et vous voyez qu'à nouveau, la zone bleue disparaît. Pourquoi? Parce que dans la console, il attend que je saisisse quelque chose. Donc je vais taper 500 000, je valide.
il attend à nouveau une exécution pas à pas, mais si je reviens dans Debugger, donc là vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le 500 000 que j'ai saisi, je l'ai affecté directement dans la case qui est à la clé ville, donc à Nice, vous voyez si je positionne le curseur ici, de mon dictionnaire. Et effectivement, on voit que dans mon dictionnaire, à la position Nice, j'ai la valeur 500 000. Alors je vais continuer encore un tour de l'exécution pas à pas. Je retourne dans la console, cette fois-ci il me demande une nouvelle ville, je tape Paris. Le pas à pas se remet au niveau de la boucle. Alors évidemment, Paris est différent de la chaîne vide, donc il va re-rentrer dans la boucle et cette fois-ci, il me demande la population. Donc dans la console, je vais saisir 2 millions. Voilà, comme tout à l'heure. Et si je reviens dans la partie debugger, regardez maintenant mon dictionnaire. Il contient, donc la dernière ville que j'ai saisie c'est Paris, mais vous voyez que mon dictionnaire, il contient Nice, 2.500 000, Paris, 2.2 millions. Donc vous voyez bien le système, comment s'enregistrent les choses dans un dictionnaire. Vous avez à chaque fois la clé, 2 points, la valeur correspondante. D'où le fait que pour accéder à une valeur, ensuite on utilise directement la clé. Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le debugger, je vais faire stop. C'était pour vous montrer un petit peu le principe hein, qu'on peut faire au niveau de cette IDE professionnelle. Autre petite astuce, imaginons que le mot recherche ne me plaise pas et que j'ai envie de préciser recherche ville. Donc je veux changer le mot. Et vous voyez qu'il apparaît à 1, 2, 3, 4, 5 endroits différents. Et j'ai pas envie de changer à la main parce que bon, ok, c'est pas très long dans un petit exemple comme ça, mais ça pourrait être beaucoup plus lourd dans une application où il est présent beaucoup plus, et puis on pourrait faire des oublis, et puis il pourrait y avoir plusieurs fichiers qui utilisent un même nom de fonction, par exemple. Donc je vais utiliser le refactor, et avec le refactor, je peux faire par exemple un rename. Donc là, il me demande quel est le nouveau nom. Ben, si je tape recherche ville, et que je fais refactor, vous voyez qu'il m'a fait le changement absolument partout. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, vous pouvez faire des enregistrements, voir l'historique de tout ce que vous avez fait au niveau des changements du code. Donc local history, si je fais un show history, alors j'aimerais bien le faire apparaître ici, voilà, on a l'historique de tout ce qui s'est passé depuis le début hein, de la création de l'exercice au départ, étape par étape, jusqu'à ce que, donc tous les changements que vous avez faits, qui ont été faits jusqu'au résultat final. Donc là, on voit l'étape renaming variable recherche to recherche ville. Si je fais un clic droit dessus et que je lui dis revert, c'est-à-dire que je ne veux pas justement ce changement, à ce moment-là, il annule la dernière modification et si je reviens au code, vous voyez, il est revenu sur recherche. Bon, évidemment, il y a énormément de choses que je pourrais vous montrer dans un IDE professionnel. C'était juste pour vous montrer 2-3 astuces et pour vous montrer aussi que c'est quand même beaucoup plus pratique de travailler avec ce genre d'outils parce que vous avez effectivement toutes les possibilités, en particulier l'exécution pas à pas qui vous montre l'évolution des variables et de votre programme et qui vous aide justement à débugger, hein, à trouver les éventuelles erreurs. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt et évidemment pensez à coder.